Bienvenue à tous. Ravi de vous voir ou vous revoir. Je me suis autonomé coach de marque et de ceux qui la font vivre. Ma job dans la vie, c'est d'essayer d'aider soit des boîtes qui sont en création, soit des boîtes déjà établies, qui ont un certain feeling chimique des fois de ne pas être sur la bonne track au regard des enjeux qu'on peut vivre. Mon cœur de métier n'est pas la transition socio-économique, socio-responsable et toutes les dérives de ça. Donc je l'ai fait en partenariat avec une boîte qui s'appelle Elio, que vous connaissez peut-être, qui est probablement le leader à Montréal dans l'accompagnement dans cette transition. Avec Camille, qui n'est pas avec moi, et je ne suis pas capable de voir si elle est en ligne avec moi. Salut Camille, si tu es là. Donc je ne rentrerai pas dans des éléments très poussés. Il y a plein de domaines dans lesquels je ne suis pas compétent. Mais j'ai essayé de vous amener. On a développé une méthode avec Camille et Elio qui a un objectif, c'est de simplifier la transition. Et vous allez voir que ça part de conviction, je vais vous partager, avec une intention première qui est de se dire que les modèles de transition sont vachement complexes. D'abord parce que c'est nouveau, quoi qu'on en dise. Et on a essayé de mettre sur pied un assemblage de modèles qui, selon moi, en accord avec Elio évidemment, peut vachement vous aider parce que vous donne une totale ou presque totale autonomie dans ce modèle de transition. Et avec, il y a une partie éditoriale dans mon contenu qui est de vous poser des convictions. Je viens du monde des grandes agences, côté entreprise aussi. 22 ans au Québec. Ça m'a pris un an pour me désintoxiquer de mon côté trop français. J'en ai encore un peu. Mais tout ce que je peux faire a pour objectif de créer du sens dans ce qui est réalisé. Et le sens, c'est la première énergie. Et donc c'est un peu l'objet le contexte dans lequel je vous présente ça. Est-ce qu'il y a des porteurs de projets? Ça, c'est les gens à qui je m'adresse. Ce sont soit des porteurs de projets, soit des leaders de marque qui sont conscientes. Conscientes, ça veut dire avoir cette envie de faire mieux que de la croissance. Quel est votre profil? Vous êtes plutôt porteur de projet? Vous êtes dans un cadre... Les porteurs de projets sont qui? C'est quoi un porteur de projet? Alors, c'est une bonne question, ça. C'est quelqu'un qui est en... On est comme, mettons, on a des projets. Ah, vous avez des projets. Mais on est une entreprise, on a des projets. Ok. Écoute, peu importe. Ça s'adresse à tout le monde et ça s'adresse à tous les gens qui ont la conviction de vouloir faire quelque chose de bien dans la vie. On va le résumer comme ça. Il y a du monde là d'un coup. Ok. Et puis, il y a un message derrière ça, puis je vous le donne dès maintenant, puis vous allez voir qu'il est très présent tout au long de la présentation. On a beaucoup travaillé depuis 20 ans. Moi, je travaille sur des plateformes de marque, sur des valeurs auxquelles on ne croit pas soi-même quand on les émet. C'est l'intégrité. 82% des entreprises ont mis comme valeur principale l'intégrité. Ben, j'espère bien. En fait, aujourd'hui, l'effet de la pandémie et bien d'autres choses, et l'effet d'une génération qui pousse l'ancienne, on est revenu sur des valeurs qui sont excessivement simples. Et vous pourriez prendre n'importe quelle marque, si vous n'avez pas quelque part ancré ces valeurs-là, la pérennité de votre projet ou de votre marque est à risque. Ça, c'est mon côté édito. Et ne croyez pas tout ce que je dis, parce qu'il y a plein de gens qui ont des opinions différentes de la mienne. En fait, ce n'est qu'une idée que je vous propose là. Le sens, c'est la raison profonde pour laquelle vous le faites. Moi, j'appelle ça la raison d'être. L'authenticité, parce que le bullshitomètre au Québec, comme partout ailleurs, est dans le plafond. On repère le manque d'authenticité dans ce qu'on fait. J'ai lu quelques forums avant de venir ici sur cette notion de greenwashing, etc. Oui, c'est excessivement présent. Soyez vous-même et authentique. Soyez vulnérable dans votre projet. Il n'y a aucune raison que vous sachiez, que vous ayez la réponse à toutes les questions que vous vous posez, et particulièrement à celles qu'on vous pose. Libérez-vous de ça. Dire « je ne sais pas » est le premier levier de croissance d'un individu, d'une marque ou d'une organisation, quelle qu'elle soit. La cohérence, votre raison d'être, on va en discuter plus tard, qui est le sens qui vous anime dans ce que vous réalisez. Si cette raison d'être n'est pas incarnée, n'est pas portée par des valeurs responsables et durables, vous allez vous sentir en désaccord avec ça. La cohérence, ça veut dire que la raison d'être doit se reporter dans tous les spectres de l'entreprise. Il y aura un petit visuel pour le présenter, et on y reviendra. Et la bienveillance, quand je parle de bienveillance économique, sociale et environnementale.
un projet qui n'a pas incarné ça dans son projet de marque ou son projet quel qu'il soit, ben vous allez vous planter parce qu'on est dans une situation, vous avez vu ce matin l'amorce de manifeste qui est « nous savons », et puis je vais le reprendre d'ici. On sait dans quelle situation on est et on sait ce que les prochaines générations vont hériter. Cette bienveillance environnementale, sociale et économique, elle est essentielle dans n'importe quel projet. Quand vous avez les réponses à ça, vous avez un storytelling de marque, un storytelling de projet, puis on va y revenir tout à l'heure. C'est ça la cohérence. Et une transition éco-responsable, le mot éco-responsable est critiquable, mais je vous laisse mettre celui que vous voulez. C'est un exercice de planification stratégique. Et son énergie va se prendre dans un changement de culture. Ou dans l'amorce d'une culture, si vous êtes en création de boîte, ça commence par vous, vos collaborateurs directs, indirects et vos parties prenantes. La cohérence a son centre, la raison d'être. La raison d'être est portée par une volonté qui est issue des enjeux du développement durable. Cette raison d'être, si vous y réfléchissez, elle a un impact sur toute la trame de votre organisation. C'est de là que viendra la cohérence. La cohérence est un repoussoir pour les gens que vous allez voir convaincre dans votre projet. On va y revenir tout à l'heure. Alors, le programme, je l'ai changé 22 fois entre le jour où j'ai envoyé mon intention et aujourd'hui, parce que je réalisais au fur et à mesure que les gens s'inscrivaient, le type de profil qu'il y avait. La formation à la méthodologie en tant que telle, c'est un minimum de 2 heures. Donc, je vais vous donner le goût d'aller la télécharger, mais je vais vous en proposer quelques principes. Vous allez la visualiser. Et puis, je vais me permettre d'y injecter des convictions dans lesquelles vous allez picorer et prendre la conviction qui vous allume et qui vous intéresse. Langage et concept clé. Si vous êtes là, malgré tout, vous savez ce que c'est que le développement durable. J'y passerai pas des plombes parce que, en fait, la simplicité dans une phrase, développement durable, c'est tout simplement ça. Vous connaissez cette phrase probablement. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité de génération future de répondre à l'heure. J'adore cette phrase, elle est tellement limpide et brillante. C'est qu'on doit se projeter dans tout ce qu'on réalise, dans ce qu'on fait, dans notre façon d'être et de faire, avoir un schéma de pensée. What's next? Qu'est-ce que je laisse derrière comme trace? Et en quoi j'aurais contribué à outiller la nouvelle génération? C'est vous. Hein. La nouvelle génération et la suivante à recréer un monde qui est vivable. J'ai fait la fresque du climat récemment. Je ne sais pas si certains l'ont fait. Je sais que toi, c'est absolument génial si vous avez l'occasion de le faire. C'est un mapping des causes à effet sur la situation environnementale ailleurs. C'est un peu épeurant. Ceci dit, on termine à un moment donné sur est-ce qu'il y a des solutions? Il y en a, mais c'est super flippant, mais hyper intéressant à faire. Là, je vous le recommande. Alors, il y a 3 sphères. Vous le savez, l'environnement... Ah, mes polices sont chassées. J'utilise une police à la con qui n'existe nulle part, mais l'environnement, le côté social, économique. Une des complexités dans tous les modèles de transition, c'est qu'il y a des éléments, des leviers transversaux là-dedans. Et ça crée une zizanie fabuleuse dans le cerveau. Et c'est ce que j'ai essayé de combattre avec l'aide d'Elio pour recréer un truc qui soit plus limpide et naturel, séquentiel et intuitif. Il y a plein d'objectifs, il y en a 17. Ce n'est pas juste ceux de l'ONU, ceux-là. Et Camille, gentiment, m'écrit un petit mot. C'est imparfait, c'est pas grave. Mais en fait, on part souvent de l'impact qu'on veut créer ou de l'impact qu'on veut minimiser. Et moi, j'ai un combat là-dessus. J'ai un combat parce que la situation des entreprises, la situation socio-économique actuelle fait qu'on n'est pas bien. Et être pas bien, faire du bien quand on n'est pas bien, mais ça ne marche pas. Donc ma première recommandation, c'est le premier objectif dans votre transition, c'est soyez bien vous-même. Sachez pourquoi vous le faites. Et pour être bien et transmettre le bien et avoir cette pensée altruiste dans votre projet d'entreprise, il démarre par vous. C'est un travail qui n'est pas si compliqué d'être bien. Il faut simplement qu'il soit à l'esprit et que être bien, alors personnellement dans sa vie de tous les jours, mais être bien dans son projet entrepreneurial. Et pour être bien dans son projet entrepreneurial, il faut créer du sens. C'est votre bien-être qui est au départ d'un projet de transition. Qu'est-ce que vous avez envie de redonner? Il est où votre altruisme là-dedans? Il est où votre empathie? Il est où votre projet et en quoi, quel que soit le projet entrepreneurial que vous avez, quel est l'impact final que vous pouvez avoir? Il peut être devant vous,
c'est de faire du bien à votre communauté, à vos collaborateurs. Il peut être bien plus loin que de sauver les baleines, ce qui est plus rare. Mais commencez par vous-même. Où est-ce que vous vous sentez bien dans votre projet? Ça, c'est votre élément moteur dans votre projet de transition. Quel qu'il soit, démarrez par vous, soyez bien. Donc, c'est quoi les écueils pour être bien? Il faut y réfléchir, on peut avoir de l'aide avec ça. Mais c'est le premier levier, c'est le sens qui est derrière votre projet. Et pour réussir à faire du bien, c'est ça hein, la transition, il faut être bien. Être bien, ça peut être au regard de ma communauté. Ça, c'est une raison d'être, peut se baser là-dessus. La raison d'être, c'est quel est dans votre projet le bien que vous allez générer auprès de votre communauté, mon entreprise, donc les collaborateurs, mon quartier, ma ville, ma région, mon pays, ma planète. C'est rare qu'on soit faire du bien à mon pays, puis c'est sauver le monde. C'est trop loin. On ne se fait pas du bien avec ça parce qu'on n'y arrivera pas. C'est un travail collectif et sur le long terme. Trouvez le prochain pas de à qui vous allez faire du bien à travers votre projet. Ça peut être à la nature, évidemment, à votre communauté. De ça va émerger un programme qui va viser la bienveillance. Et là encore, on ne peut pas viser la bienveillance dans tous les domaines. Elle peut être environnementale, économique et sociale. Je viens de faire un travail d'introspection avec une boîte qui fabrique des sites web. Sa raison d'être, il est tombé sur être bien pour faire du bien. Je ne l'ai pas inventé, elle vient de lui. Et son modèle, c'est générer des revenus pour prendre soin de ses collaborateurs et de leur famille. Donc la volonté finale, elle n'est pas de produire des sites web, ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est le moyen pour aller générer un bénéfice pour son entourage proche. La motivation, elle est phénoménale. Je construis un chalet dans le Nord pour que les familles puissent y aller 2 fois par semaine. Je crée un fonds quand un de nous est en difficulté, quelle qu'elle soit. On se garoche dessus, puis on va l'aider. Il y a de l'argent pour ça, etc., etc. Sa raison d'être, il l'a ramené finalement à ce sur quoi il avait un impact évident, qui était le bien devant lui. Il n'y a plus de problème de rétention, d'acquisition de talent, il n'y a plus de problème de motivation, il n'y a pas d'absentéisme, il n'y a pas, etc. Parce que tout le monde sait pourquoi on est là. Puis lorsqu'on a ça en tête, c'est assez naturel de comprendre de quelle manière je dois changer mes façons de faire et d'être. Je suis clair jusque-là? Vous ne me le diriez pas si je ne l'étais pas. Alors il y a 4 étapes pour y arriver. Premier, l'identifier, cette raison d'être. Raison d'être, ce n'est pas la mission, ce n'est pas la vision. La mission, la vision, elle est sur ce que je sais faire aujourd'hui au regard des actifs que j'ai. La raison d'être, c'est un projet d'entreprise. Qu'est-ce que toutes les compétences qu'on a là, si on se réunissait, qu'est-ce qu'on serait capable de produire? La somme des compétences, des intuitions, des connaissances disponibles va nous projeter dans un projet d'affaires. Sortez de la mission, de la vision. Ça n'existe plus le monde où on est capable de planifier à 2, 3, 5 ans ce qu'on va devenir. La raison d'être, elle se change aux 2 semaines, aux 2 ans, aux 6 mois, peu importe. Donnez-vous un objectif, une raison d'être qui est accessible. On aura peut-être le temps de faire un petit tour sur vos raisons d'être. 2, honorez vos dettes. Les dettes, c'est ce qu'on attend de vous dans ce que vous réalisez au regard de votre industrie et votre projet. Je ne déverse pas, je suis un garage automobile, on attend de moi que je recycle mes huiles usagées. C'est une attente minimum. Une dette, pas le choix, il faut l'honorer avant de travailler ce que j'appelle un don de marque. C'est ce qui va vous distinguer et faire vivre votre raison d'être. Je prends souvent des exemples d'Apple dans mon métier parce qu'ils ont été bons à un certain moment. Quand Apple a décidé d'emballer ses ordinateurs de façon absolument splendide et magnifique, ils ont créé un don de marque. Un don de marque, quand les autres commencent à le suivre, ça devient une attente minimum. Quand Microsoft et les autres ont commencé à faire des emballages de fous, c'était plus un don de marque d'Apple, c'est devenu une dette. Donc ce principe de don et de dette vous permet en permanence de vous dire ce qui m'a rendu fort. Est-ce que je l'ai toujours comme un don de marque? Pourquoi c'est important? Si vous pitchez un projet, ne mettez pas de l'avant vos dettes, les attentes minimum. J'avais une conférence avec des artisans. Oui, moi, mon don, c'est que je fais des choses à l'unité et sur mesure. J'espère bien, tu es un artisan. Moi, je respecte l'environnement, puis je recycle. J'espère bien, c'est une attente minimum. Le don de marque, il est ailleurs. C'est quelque chose qui vous distingue par rapport à ce qu'on attend de vous. Une marque se bâtit sur un don de marque, pas sur une attente minimum. On n'a pas longtemps pour pitcher ces projets. Pitchez-le sur votre don. Oubliez l'attente minimum, la dette. Si vous l'honorez, c'est génial. Si vous ne l'honorez pas, le don, on va l'oublier. Si je vis une mauvaise expérience par rapport à une attente, j'ai beau avoir le don de marque fabuleux,
On leur a oublié parce que vous n'avez pas honoré votre dette dans un domaine. Et évidemment, honorer sa dette sur le plan environnemental, social et économique, vous pouvez imaginer ce que ça peut vouloir dire. Selon l'industrie dans laquelle vous êtes, l'attente minimum n'est pas la même. Quand vous avez honoré vos dettes, c'est ce que propose la méthode, une méthodologie pour ça, quand vous avez imaginé quels étaient vos dons, et vous avez une obligation de résultat au niveau de vos dons, pas de votre dette. La dette, on a l'obligation de mettre les moyens pour le résoudre. Zéro émission de GES, ben, ça peut être un résultat. Aujourd'hui, c'est un des moyens qu'on met en place pour y parvenir. J'identifie ma raison d'être, j'honore mes dettes, je me distingue par mes dons. Tout ce qui ne sert pas à honorer la dette doit se distinguer par les dons. Ça veut dire le temps, de l'énergie que vous mettrez pour ça, ou de l'argent que vous mettrez là-dessus, arrêtez de le dépenser. Focussez sur vos dons, focussez sur le fait d'honorer vos dettes. On va prendre des exemples concrets tout à l'heure. Donc chassez l'inutile. Vous manquez de temps, vous manquez d'argent, comme tout le monde. Je suis sûr que c'est le cas de tout le monde. Chassez l'inutile. Donc recentrez-vous sur le fait d'honorer vos dettes et créer vos dons de marque. Alors la méthode, ce qu'elle propose, c'est d'abord de revoir, de créer un modèle intuitif. Je disais, il faut partir de vous. J'ai un terme que j'utilise souvent, c'est de fiertiliser un projet d'entreprise. La fierté, c'est le premier levier de réussite de votre projet. Une transition faite par l'ensemble de l'organisation, que ce ne soit pas top-down, il faut commencer par fiertiliser les gens qui vont mettre en place cette transition. C'est le premier levier de réussite. C'est cette fiertilisation, mot qui n'existe pas, mais qui dit ce qui veut dire. Donc il faut partir de vous. Il faut que vous transmettiez votre intention à vos collaborateurs, desquels vont émerger des pratiques. Puis vous direz aussi, il y a un impact derrière, évidemment, qui est en ligne de mire. Mais ne démarrez pas par l'impact, démarrez par votre projet, votre raison d'être. Dans les modèles de transition, il y a 162 leviers possibles au niveau environnemental, social, économique, puis des transversaux. C'est un peu le bordel. Ramenez-vous à ceux qui sont essentiels. Moi, c'est ma raison d'être. C'est pourquoi je fais ça et qui je vais motiver par cet exercice-là. Mon organisation, désolé, ça chasse de partout. C'est la stratégie de l'organisation. Est-ce que vous en avez une? Est-ce que vos valeurs, votre modèle de gouvernance, vos produits et services sont en cohérence avec votre raison d'être? De ça vont émerger vos collaborateurs avec des conditions des relations de travail, mobilisation, essence, etc. Ils sont absolument détaillés dans la méthode qui est accessible. Et puis après, vous raisonnerez sur les impacts. Alors, comment ça fonctionne? Votre raison d'être, je passe un petit moment là-dessus parce que c'est pour moi le truc clé en fait, de votre réussite. La raison d'être, c'est un projet de société. C'est une histoire qui mobilise, une histoire à raconter. Votre pitch résonne dans la raison d'être. C'est un levier d'engagement, c'est un moyen d'exercer votre pouvoir d'influence. On a tous un pouvoir d'influence dans ce qu'on réalise. J'allais dire, on a une responsabilité plus forte que jamais parce qu'on est dans l'élite de ceux qui produisent, qui créent de la valeur. Et il y a une responsabilité au regard des enjeux planétaires et aux enjeux immédiats des collaborateurs devant vous. Une raison d'être, c'est des engagements concrets, une destination, des engagements, des comportements renouvelés, des indicateurs responsables, le volume de chiffre d'affaires. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne option, mais le bien-être de mes employés qui réalisent mon projet, il y a peut-être quelque chose là, ou bien-être de ma communauté, etc. Et cette raison d'être-là, et le premier levier, ça répond à 3 nouvelles réalités. Ça, vous l'avez déjà vu ce matin. On sait dans quelle situation on est aujourd'hui. C'est quand même hallucinant, hein. En une microseconde dans notre humanité, on est aujourd'hui en possession d'une connaissance qui est on va dans le mur. C'est un peu épeurant, mais un projet d'organisation, un projet quel qu'il soit, ou une entreprise qui aujourd'hui n'intègre pas cette idée qu'on est au courant, ben, quand vous allez vous endormir en fin de vie, vous allez dire merde, j'y étais pas, quoi. Je le savais. Aujourd'hui, ça résonne bizarre quand je le dis, mais j'imagine que dans 5, 10, 15 ou 20 ans, on va se retourner en arrière en disant merde, c'est vrai que je savais. Ça doit être au cœur. Mon entreprise s'appelle Croisade et je suis un peu revendicateur là-dessus. Ça peut pas être, ça doit être au cœur de votre organisation et de votre projet. Deuxième réalité, vous connaissez le Simon Sinek, qui est un mec top en marketing, un grand gourou qui simplifie le marketing et les stratégies d'entreprise. Il a toujours mis le focus sur le why.
C'est la raison d'être, puis c'est là. Mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, on attend que la façon dont vous faites les choses a autant d'importance que ce que vous faites, le what ou le why. Et le what a encore plus d'importance qu'il n'en avait avant. Il avait tendance à le minimiser. Le what, c'est le cœur de votre raison d'être aussi. Et si votre what, c'est de déboiser pour mettre un parking, évidemment, ça ne fonctionne pas. Le what doit répondre à un besoin émergent de société, de communauté et de voisinage. Il peut changer le what. Si les besoins émergents changent, changez votre focus sur ce que vous faites. Et dans vos façons de faire, là encore, au regard des attentes minimum de la société aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit évoluer. Le why, il est censé être ancré en vous. Puis troisième réalité, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est injouable aujourd'hui d'être en déficit d'authenticité. Ça se voit immédiatement dans la façon dont on présente le projet, dont on réagit, etc. Il n'y a pas 50 solutions. Votre projet, votre marque, votre organisation, en un clic, je l'aime pas, pire, je l'ignore. Et avec un peu de chance, avant de l'ignorer, je la combats. Il n'y a pas 50 postures aujourd'hui qu'on a peu le temps de convaincre. Fake values, greenwashing, pardon, je suis français, j'ai le droit de parler en anglais. C'est détectable de façon immédiate, et là, vous allez être dans l'ignorance. Et si le propos, le cœur de votre organisation ne porte pas des valeurs responsables et durables, vous rentrerez dans les marques que l'on combat. 98% des marques pourraient disparaître ou des projets sans que personne s'en soucie. Comment être dans les 2%? C'est une des questions à vous poser. Alors, sa raison d'être, ça part d'un storytelling qui vous avez un point de vue de société duquel va émerger un combat, et la raison d'être répond à ce combat. Ce combat, ensuite, va porter des engagements. Je vais vous le résumer assez vite. Là, encore une fois, vous le retrouverez. Le storytelling de votre histoire, qu'elle soit existante ou que vous voulez la recomposer dans une phase de planification stratégique de transition, ça part d'un point de vue. En quoi le modèle n'est plus adapté aux besoins émergents ou à mes valeurs? Ça, c'est le début de votre histoire. C'est votre source de motivation. Et là, vous avez un combat derrière. Je veux revoir, changer ce modèle parce qu'il est désuet. Je veux influencer mes parties prenantes de la société. Je veux revoir mes façons de faire. Je veux modifier mes compétences, etc., etc. Sans point de vue, vous n'aurez pas de combat. Qu'est-ce que vous allez combattre à travers votre projet? Ça peut être le bien-être de mon voisin, ou ça peut être de sauver les baleines. Et là, ma raison d'être, c'est d'offrir une alternative crédible et responsable, porteuse de sens pour moi, mes équipes, ma communauté, la société et la planète. C'est pour ça que la raison d'être a autant de résonance, c'est qu'elle émerge du plus profond de vous-même, qui émerge, je veux combattre ce truc-là, il ne me convient plus, d'où l'expression de mon projet et de ma raison d'être. Et quand vous avez votre raison d'être, de quelle manière vous allez vous engager dans un processus qui va modifier votre façon d'être et de faire. Si vous écrivez 3-4 lignes dans chacun des sujets, vous avez votre pitch de projet et vous avez l'élément de mobilisation et de fertilisation de vos entreprises. Si l'objectif, c'est de créer du résultat, quel qu'il soit, vous ne motiverez personne. Si l'objectif, c'est de combattre quelque chose, vous allez amener des gens dans votre organisation et des parties prenantes qui vont adhérer à votre combat. C'est indestructible, ça. Alors, comment marche la méthode? Parce que vous étiez venu pour ça. Vous connaissez peut-être ce graphique, il est utilisé à d'autres escients. En fait, la première chose à faire, c'est de comprendre, pour une organisation existante notamment, quel est mon niveau de maturité. Où est-ce que j'en suis dans plein de domaines? Est-ce que je suis dans la conformité et le contrôle? Ça veut dire que j'accote, j'honore la dette, l'attente minimum dans un domaine. Je ne bois plus dans des verres en plastique, mais je recycle, et puis par exemple. Donc, qu'est-ce que vous avez pu faire pour honorer votre dette? Si vous l'honorez, puis il y a tout un schéma, vous allez le voir pour le faire. Si vous êtes au niveau 3, vous pouvez considérer que vous avez honoré la dette. Pas forcément besoin d'aller plus loin que de l'honorer. Si vous allez plus loin, vous allez créer un don. Ce don, il faut qu'il fasse vivre votre raison d'être. Je reprends l'exemple d'être bien pour faire du bien, qui est la raison d'être de cette boîte web. Ça veut dire que les dons de marque, l'argent qu'ils dépensent, n'est que sur le bien-être de ses employés et ses familles. Il ne fera pas d'autre chose, il est focus là-dessus. La communauté, il dit, je ne pourrais pas tout faire. Mais ma communauté à moi, c'est mon staff et leur famille. Donc la raison d'être va vous permettre d'identifier
là où vous voulez créer vos dons de marque et vous éparpillez pas parce qu'on ne peut pas tout faire. Ça ressemble au diagnostic que vous allez à faire. Tous les registres, tous les leviers principaux d'une transition sont là. Moi, c'est est-ce que j'ai une raison d'être qui est claire, une vision, une mission? Est-ce que mon organisation a une stratégie? C'est des éléments que vous allez retrouver dans le processus de certification B Corp, par exemple, en enlevant quelques-uns qui étaient complexes ou inutiles parce qu'ils touchent peu de monde. Est-ce que j'ai des conditions de travail? Est-ce que j'accote l'attente minimum? Ou est-ce que je suis en retard? Développement de compétences, mobilisation essence, etc., etc. Puis il y a des choses plus environnementales, bien sûr. Réduction des gaz à effet de serre, réduction des polluants numériques, etc. Premier exercice à travers un outil que j'ai peut-être ici, c'est qu'en fait, dans la méthodologie que vous pouvez télécharger, vous avez un descriptif de chacun des niveaux. Soyez intelligent, c'est que ce niveau n'est pas le même selon votre industrie, mais il donne une espèce de portrait qui vous permet d'évaluer en équipe. Est-ce que j'accote ce qu'on attend de moi dans ce domaine-là? Comprendre au sein de votre organisation, si vous l'accotez, posez la question aux gens qui sont concernés. Conditions de travail, ce n'est pas à vous de dire si vous accotez les attentes minimum, vous avez à le demander aux autres en toute simplicité. Et là, vous allez établir donc, ce que je vous montrais tout à l'heure. Là, c'est dans tous les domaines, vous verrez, il n'est pas exhaustif, mais vous allez arriver avec cette espèce de diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait de ce diagnostic? Déjà, ça permet de focuser sur l'essentiel. Premier objectif, c'est d'accoter l'attente minimum. Et vous allez voir qu'il y a un processus pour ça, qui est de démarrer par les choses qui sont les plus faciles à mettre en place avec le moins d'énergie possible. Mappez-le, dites-vous, en termes, j'ai pas de raison d'être. Si j'ai pas de raison d'être, j'ai pas d'éléments de mobilisation et de sens. Premier objectif, je travaille ma raison d'être en gang. Vous pourrez peut-être pas honorer la dette dans tous les domaines. Pas grave, culpabilisez pas. De mettre les moyens pour y arriver et d'exprimer, par exemple, dans votre entourage, je suis pas bon là-dedans. J'ai une demande là récemment d'une joaillière québécoise qui me dit les boîtes que je fabrique pour livrer mes bijoux, ça vient de la Chine, j'ai pas trouvé d'alternative, etc. Elle l'exprime, elle le dit. Je suis pas bonne là-dessus, ça m'emmerde d'avoir des boîtes en plastique qui viennent de la Chine, etc. Mais j'ai pas trouvé d'alternative. Et elle a mobilisé son organisation, ses parties prenantes, ses clients, en disant aidez-moi là, comment je m'y prends? Une autre personne qui fait des fringues avec comment on appelle ça, de l'impression sérigraphique. Elle dit j'arrive pas à trouver des encres qui ne soient pas chimiques. Ça se dit, et c'est là où on va aller chercher, mobiliser les parties prenantes en disant aidez-moi, comment je peux mieux faire. Donc soyez honnête et authentique. Dire que je suis parfait partout, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais d'intégrer la vulnérabilité dans votre marque et dire je n'ai pas été bon là-dessus, mais j'y travaille. Là, vous venez de créer un safe space entre vous et vos parties prenantes et vos clients. Donc, première chose, honorer les dettes. Et puis la deuxième, créer les dons qui feront vivre votre raison d'être. Dans quel domaine vous allez vous différencier? Ce don doit bâtir votre raison d'être. Et c'est de ça dont vous allez parler dans votre pitch. Ce n'est pas si simple à identifier, surtout si on n'a pas de raison d'être. Je reprends l'exemple. Être bien pour faire du bien. Le don va porter sur le faire du bien. Focus là-dessus, et c'est de ça dont tu vas parler dans ton organisation. Je ne connais pas vos projets, on peut faire l'exercice, mais pensez-y. Qu'est-ce que dans votre projet, dans votre organisation actuellement, vous offrez? Il est où votre don, votre élément de différenciation? C'est de ça dont il faut parler. Autant à vos familles, à vos collaborateurs qu'aux banquiers, c'est ça qui est convaincant. C'est là où vous êtes le plus fort. Et n'oubliez pas, un don de marque, ça peut devenir une dette. Tout le côté environnemental, on est juste à mi-chemin en ce moment entre le fait beaucoup de gens les considèrent comme un don, alors que c'est déjà une attente minimum. On ne bâtit pas un business plan sur une attente minimum. Il faut trouver autre chose. Je mets peu de nuances dans ce que je dis parce qu'on n'a pas de temps. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Ça se fait aussi. Voilà, puis chasser l'inutile, c'est quels investissements en temps et en dollars ne contribuera pas ni à honorer la dette, ni à créer votre don de marque. Nettoyer, focuser. Votre premier obstacle dans votre projet, quel qu'il soit, c'est la complexité. Être stratégique, c'est être capable de faire des choix. Donc, vous ne saurez pas seul comment chasser l'inutile.
si vous êtes des organisations avec un peu de monde, amenez tout le monde autour d'une table. Qu'est-ce que dans ta journée tu as fait d'inutile? J'ai fait un reporting de telle et telle sorte. Qui l'a lu? Personne. Ok, on oublie. J'ai investi du temps sur telle et telle affaire. Ben finalement, qu'est-ce que le bénéfice t'en a retiré versus l'énergie que tu as mis? C'est inutile, tu le chasses. C'est ce qui va libérer du temps et de l'énergie pour cette transition, pour n'importe quel projet de croissance responsable. Et puis prioriser vos actions, il y a là une matrice décisionnelle que je vous décris en 4. Donc, vous avez identifié les chantiers, comment je vais développer mon don de marque, honorer ma dette. Dans la présentation que vous téléchargerez, vous avez à gauche tous les leviers possibles. Par exemple, ici, on est sur le levier de la raison d'être, la vision, la mission. Est-ce que vous avez une vision claire de l'avenir? La mission, est-ce qu'elle est renouvelée? Le manifeste, est-ce que vous avez un manifeste qui est engagé, etc. Donc, il y a des exemples de leviers, vous pouvez en trouver d'autres. Identifiez-les en équipe, travaillez-les, et demandez-vous quelles actions vous allez faire prioritairement pour honorer la dette. Et ensuite, qu'est-ce que vous pourrez tirer encore plus loin pour que ça devienne un don? Honorer la dette, c'est le minimum qu'on attend de vous dans votre industrie. Il faut les honorer, et parler de sa dette ne bâtit pas une marque, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, créez vos dons de marque, ce qui va vous distinguer. Ce don de marque, idéalement, il nourrit votre raison d'être. Je me répète, il bâtit la marque. Et attention, ils ne sont pas acquis. Et là, vous avez un petit graphique super simple pour prioriser vos actions, raisonner en termes d'énergie et de bénéfices. Placez dans un grand tableau cette espèce de petite matrice-là et demandez-vous si le bénéfice est élevé versus l'énergie qu'on y met. Démarrez par ce qui est immédiat en termes de bénéfices. Votre priorité, c'est de traiter les enjeux dont le bénéfice est important et l'énergie est la plus faible. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fertilise. C'est les énergies, je sais dans une autre formation tout à l'heure, c'est quoi votre prochain pas? Identifiez-le, nommez-le et résolvez ce prochain pas. La succession des gains va vous mettre en puissance, il va mettre votre organisation en puissance. C'est long de monter un projet, c'est long de faire une transition. Allez chercher des gains immédiats. Deuxième projet à honorer ou à travailler prioritairement, c'est ceux pour lesquels on met peu d'énergie. Même si les bénéfices sont faibles, vous avez peu d'énergie à mettre dessus. Travaillez les troisièmes, énormes bénéfices, beaucoup d'énergie, sont les plus longs à réaliser. Et les quatrièmes, oubliez-les dans la case. Parce qu'entre-temps, il y a d'autres choses qui vont rentrer dans les cases 1 et 2. Beaucoup d'énergie, peu de bénéfices, oubliez-les, identifiez-les. Bénéfices, énergie, comme les bénéfices, ça se traduit en temps et en dollars. Les deux étant souvent liés. On se fait une petite pause. Oui. Est-ce que... donc la méthode est complète, c'est à 80 pages à peu près, c'est très séquentiel. Vous pouvez la télécharger. Est-ce que la démarche vous semble claire? Vous avez des questions sur cette démarche-là ou sur l'approche? C'est jamais bon si... Oui, vas-y. On dirait que moi, j'aurais besoin d'exemples pour bien comprendre la différence entre la raison d'être et la mission. Ouais. La mission, elle exprime quelque chose qui est présent et disponible maintenant. Qu'est-ce que j'aurais comme mission en tête? Qui a une mission qui existe là, qui l'a déjà en tête? Peut-être ça va être plus facile. Vas-y. Moi, je fais un camp d'été pour enfants chez moi à la ferme. Ouais. Donc, ma mission, c'est d'emmener les jeunes à s'émanciper dans leur être, tout en lien avec la nature et développer leur... Alors, tu viens de nommer une raison d'être. Si tu me dis c'est d'accueillir des enfants en toute sécurité, là tu es sur une attente minimum d'un camp de vacances, tu es sur une mission. Si ta raison d'être, elle est sur un projet, j'en ai une par exemple, ça me revient de gens d'ici, d'ailleurs, Oneka. La finalité, c'est par exemple d'enseigner la bienveillance dans un safe space pour des enfants autistes. Si ta raison d'être, elle est portée non pas par ton offre commerciale, par ta transaction, mais par l'émotion ou l'apprentissage, tu es dans une raison d'être. Donc offrir un camp de vacances safe pour des enfants, c'est une mission, c'est chouette.
La raison d'être, c'est d'aller plus loin que ça. Tu n'es pas obligé de le réaliser, c'est un projet. Une boîte, en ce moment, avec qui je travaille, la fonctionnalité de son métier, c'est fabriquer des biscuits pour les chevaux. Sa raison d'être, c'est d'enseigner une façon de vivre aux autistes à travers la réalisation d'une écurie dans laquelle elle va accueillir les autistes. Sa vraie raison d'être, son élément de motivation, il est là. La mission, elle porte sur ce qui est disponible devant toi. Nous avons des machines, des gens et des compétences. La raison d'être, elle porte sur la capacité à prendre tes actifs, ces mêmes connaissances, et de se dire qu'est-ce que collectivement on peut faire ensemble. Être bien pour faire du bien, il y a un volet pour la communauté, je l'ai simplifié, qui est de prendre toutes les compétences en termes de production informatique pour finalement réussir à créer un site web qui va rassembler les communautés. La raison d'être est là, elle est portée par un élément du développement durable. Produire des sites web de qualité qui ne plantent pas, c'est une mission. Raison d'être, on ne l'atteint pas. On se projette, on se dit qu'est-ce qu'au fond, pourquoi je fais ça. Je comprends. D'accord ? J'avais comme compris que ça, c'était le moyen, c'est pas de dire le site web, c'était le moyen pour réussir à offrir de la qualité. C'est le moyen pour une finalité qui est de réunir les familles de ma communauté, par exemple. Et dans tous les projets que vous pouvez avoir, au-delà de la mission et de la vision, donnez-vous cette chance de vous projeter dans quelque chose qui n'est pas accessible immédiatement. Donnez-vous la chance de dire au fond, là, qu'est-ce qu'on veut réussir à réaliser. Cette raison d'être, elle est terriblement efficace parce qu'elle parle à l'inconscient, à l'émotionnel. Les marques aujourd'hui fonctionnelles et transactionnelles, ce n'est pas des marques qu'on adore. Là. Les marques émotionnelles et relationnelles sont des marques qu'on va suivre et adopter. Donc la raison d'être donne une immense liberté dans son projet d'organisation. Oui. Moi, c'est une question par rapport au modèle, mais par rapport à quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais de « nous savons qu'on s'en va dans le mur ». Ouais. Puis ça fait partie de mon existence quotidienne, de me rappeler ça, puis de le vivre, parce que ça implique tellement de choses pour le futur. Puis ce que je veux savoir, c'est comment impliquer, parce que tu dis, il faut le savoir, puis il faut le montrer finalement, cette réalité-là. Mais comment tu fais pour l'instiguer dans ton projet sans créer un sentiment de peur chez eux? Par le côté excessivement positif de la raison d'être. Okay. Ouais. Ton combat, il a été en amorce. Dans l'expression de ton manifeste, j'ai un point de vue duquel émerge un combat, une raison d'être. Quand tu as défini ton point de vue et ton combat, c'est fait. Mais quand ta raison d'être, elle sort de ça, elle dit comment on résout ça, quel est le pas que moi je vais faire à travers mon organisation. Donc quelque chose qui est super positif là-dedans. Et si votre raison d'être, elle est trop loin et inaccessible, ça ne marche pas. Me dire aujourd'hui, ensemble, on va sauver la planète, on aura beau le dire, on va déjà avoir en tête qu'on n'y arrivera pas. Se dire que dans ta communauté, tu vas réaliser tel projet qui va avoir quel impact, là, tu as une raison d'être qui est accessible. Et quand ta raison d'être, tu l'auras atteinte, contrairement à la mission, quand ta raison d'être est atteinte, peut-être 3 mois après, crée-toi une autre raison d'être. Il y a une agilité dans la raison d'être que tu n'as pas dans la mission. Les modèles de gouvernance, les grosses boîtes notamment, les missions sont établies par la gouvernance du plus haut niveau. Tu ne les feras jamais déroger de ça, qui est l'enjeu principal d'Hydro-Québec aujourd'hui et des autres monstres. C'est que la raison d'être la mission est tellement inscrite dans les gènes de la boîte qu'on ne peut pas en sortir. Il rentre aujourd'hui des micro-raisons d'être par département. Qu'est-ce qu'on fait, nous, de bien dans l'organisation pour aller nourrir quelque chose de plus grand que nous? Ça, c'est accessible. Quand on n'atteint jamais le niveau de mission qu'on veut, tu vas sortir un peu ta motivation. Tu n'arriveras pas à fertiliser ta boîte et tes parties prenantes. Si collectivement, vous dites, dans 3 mois, notre raison d'être, c'est d'atteindre tel niveau de palier et d'amener... je ne sais pas, d'avoir intégré 12 personnes dans une réflexion collective sur l'avenir de ton projet, par exemple, ça peut être une première raison d'être. Mobiliser, créer du sens autour de ça, tu vas l'atteindre dans 3 mois. Là, tu repars blindé, et puis avec ces personnes autour de toi, tu vas dire, OK, quoi, next step? Qu'est-ce qu'on réalise ensemble? Quel combat on a? Quel point de vue on défend? Dans vos stratégies de rayonnement, on en est tous là, il faut réussir à rayonner sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Ta stratégie de rayonnement, elle va porter sur ton combat. Alors tu vas avoir plein d'attitudes, tu vas avoir une posture en tant qu'entrepreneur,
Et là, tu vas parler de ton projet entrepreneurial avec son volet économique. Tu peux en avoir un autre qui est ton combat environnemental. Tu peux avoir plein de postures différentes. Tout ça va venir nourrir une raison d'être. Tu vas agir pour convaincre. Tu vas partager des bons coups, peut-être même de ta concurrence, si tout ça vient amener à nourrir cette raison d'être et porter ton combat. Donc ça évite aussi, dans votre développement, de toujours être « regarde, j'ai un produit qui est chouette, j'ai un projet qui est chouette ». Vous êtes partie prenante d'un projet de mobilisation globale pour améliorer l'avenir des prochaines générations. Donc ça te donne plein d'occasions de parler de toi, de tes points de vue, de partager des choses que tu as entendues ou vues ailleurs, qui t'inspirent et qui viennent nourrir ta raison d'être. Plein d'autres leviers. Non, mais c'est une question complémentaire. C'est complémentaire. Ça m'amène à demander, chez les grandes boîtes, les compagnies avec lesquelles tu travailles, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils disent de cette réalité-là du mur? Comment les gens réagissent en général? En fait, je peux te nommer un cas que j'adore. C'est une coopérative financière au Nouveau-Brunswick qui s'appelle les Caisses populaires acadiennes. Raison d'être, c'est de faire du cash, en gros, même si c'est un modèle des banques, ça l'a été pendant longtemps. Leur raison d'être, elle a évolué vers protéger les patrimoines individuels et collectifs, donc désendetter les organisations. L'indicateur de succès, donc la mission, elle était de fournir des outils et des produits bancaires adaptés à tes besoins. Toutes les banques ont la même mission. Leur distinction en tant que coopérative, c'est de te désendetter. Donc de générer du mieux-être chez toi et de diminuer l'anxiété pour les familles. Et côté entreprise, c'est développer les patrimoines individuels et collectifs de notre communauté. L'indicateur de succès, le fameux KPI, n'est plus le nombre de cartes de crédit que j'ai vendues, c'est le taux d'endettement des familles et la pérennité financière des organisations. Donc elles sont capables, dans certains formats, c'est une coop, de faire ce saut. Donc le bien-être, il n'est pas de sauver la planète, là. C'est une raison d'être qui est fabuleuse. Elle est juste de faire du bien dans leur réseau de clients et leurs parties prenantes. L'effort pour y parvenir, c'est 3 ans de travail. C'est un changement de nom, ça s'appelle Uni aujourd'hui. C'est un changement de mentalité, changement de focus, de comportement, de gouvernance, etc., etc. Et ça se fait même sur des grosses entreprises. Ouais. Ce que je voulais dire précisément, c'est avec ce genre de fatalité-là où il va y avoir une fin à ce système-là, c'est ça que j'entends. Comment ils réagissent à ça? Est-ce qu'ils sont dans l'acceptation, le déni ou le refus? Ouais. Comment tu le sens, toi, avec c'est super compliqué ta question parce que ça dépend j'allais dire, de l'imaginaire d'un conseil d'administration et de leur capacité à mettre de la vulnérabilité sur la table, justement. On est en train de mettre nous-mêmes le bordel dans une société qui se dégrade. Est-ce que collectivement, on a la volonté? Il y a un exercice très simple, c'est que je leur demande de faire. Retournez-vous, projetez-vous dans 20 ans, regardez quelles traces vous avez laissées. Est-ce que vous serez à l'aise par rapport à vos propres valeurs et celles de vos enfants? Est-ce que vous serez à l'aise de dire « je savais, je ne l'ai pas fait » C'est un exercice quasi de visualisation qui est fait avec ces gens-là. 9 fois sur 10, il y a un mouvement collectif pour dire « merde, au moins, on le sait et on fait notre part, à notre niveau ». Le syndrome noir de l'exercice, si tu peux avoir des CA qui se disent ouais, je le sais là, mais nous on est là pour faire du cash. Ma réaction c'est vous n'avez pas besoin de moi, je ne peux pas vous aider. Mais les organisations qui aujourd'hui ne rentrent pas ces composantes-là au cœur de l'organisation ont une durée de vie qui est, à mon sens, assez courte. Coops financières n'ont jamais été aussi bien été, les banques traditionnelles sont en train de tomber. Elles se rattrapent par de la RSE et du greenwashing. Et voilà, mais les fondations, la philanthropie, etc., ce sont les grandes entreprises qui, malgré tout, et malgré elles, financent ces grands projets philanthropiques. Mais c'est super difficile, ouais, bien sûr. C'est sombre, hein, l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le levier dont on est propriétaire, sur lequel on peut avoir un impact? C'est ça qu'il faut sortir dans votre raison d'être. Ouais, ma question est un peu compliquée, mais peut-être que tu peux nous donner ta vision sur la sociocratie, avec une vision d'aide, une mission, une sociocratie dans un projet communautaire à la ferme. Comment tu situes la sociocratie?
Eh ben, je vais t'offrir quelque chose que je me suis offert il y a quelques années, et je vous invite à vous offrir, c'est la vulnérabilité. Je suis vulnérable dans ta question parce que je ne la comprends pas. Le modèle sociocratique, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je ne suis pas la bonne personne pour te répondre, tout simplement. Je vais être très honnête avec toi, je ne me suis pas fait d'idée là-dessus. Et donc, je ne suis pas légitime pour t'amener une réponse qui va être convaincante ou intéressante. Mais si quelqu'un a une réponse à ça, moi, je vous invite à en discuter. Moi, je crois à la démocratie participative. On est dans ce même registre profondément. Et elle commence par l'entreprise. Les modèles d'entreprise libérés, je n'y crois pas. Je crois au partage de gouvernance et pas à la gouvernance partagée. Je ne crois pas au fait qu'on puisse tout libérer sans avoir créé des structures éminemment fortes, parce que les gens ont besoin de structures. Donc je réponds à ta question de façon détournée probablement. Le pouvoir est à ceux qui veulent le prendre, on ne peut pas le donner à tout le monde. Et je crois que la puissance individuelle et collective se dégage par l'énergie qu'on a mis à régler un problème qu'on maîtrise. Et là, il y a des modèles de gouvernance desquels il faut sortir. Je ne sais pas si je réponds à ta question de façon maladroite. Le modèle sociocratique fonctionne par consentement. Ouais. Donc, trouver un consensus pour avoir un consentement de tout le monde pour opérer des changements. Oui. C'est la référence que je fais, pardon, c'est un vrai débat, hein, qui est la différence entre la gouvernance partagée et le partage de gouvernance. La gouvernance partagée est un modèle sociocratique, c'est-à-dire qu'on doit créer une forme d'unanimité ou une forme de majorité pour prendre une décision. Je trouve ça très sclérosant pour les organisations. Et je crois plus au modèle, je ne sais pas si vous connaissez, la pyramide de confiance, qui donne ta confiance pour obtenir des résultats. La confiance va générer des débats productifs. Les débats productifs vont générer de l'engagement, le sens des responsabilités et des résultats. Le partage de gouvernance, particulièrement dans les coop, est un truc génial. Donne ta confiance à un groupe. Ce groupe va définir son mandat, la façon dont ils vont l'exercer. Ils ont la pleine autorité pour mettre en œuvre et prendre des décisions. Ce qui est la sociocratie. Oui, il n'y a pas de notion de majorité dans la... Tu as raison. Oui, c'est peut-être quelque chose qui ressemble à ça. Le consensus général est un élément bloquant pour les organisations et c'est un travers des modèles coopératifs, selon moi, aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc, le consentement permet, même si c'est une objection, de pouvoir aller de l'avant, ce qui permet... J'ajouterais que ça fonctionne, le modèle sociocratique, il est tellement inspirant, mais il vient avec une responsabilité. Oui. Donc, ça dépend dans quel cercle. Si c'est les cercles, les comités ou les groupes auxquels on donne la confiance, ils sont collectivement et individuellement responsables, ça va bien fonctionner. Mais si on est dans telle organisation, puis les gens ne sont pas prêts à prendre la responsabilité qui va avec, on ne peut pas faire une transition rapide. Là, il va peut-être falloir préparer les gens à prendre La grille décisionnelle se fait sujet par sujet. J'aime pas l'idée que 50% plus une voix va remporter la décision. Par contre, celui qui est le porteur de projet, ce que j'appelle un leader de mission, va s'entourer de gens avec lesquels il va déterminer le modèle décisionnel. Sur ce projet-là, je nous autorise, nous trois, avec l'accord de tout le monde, de réussir telle mission avec tel moyen. On va y consacrer autant d'heures, on a tel budget, et vous nous donnez à nous le mandat de prendre une décision là-dessus. Donc il est projet par projet. Le consensus général, qui est un modèle qu'on voit trop souvent, c'est mon moment éditorial, je crois qu'il est sclérosant, parce qu'il abîme, il crée des bords ronds. Puis c'est pas toujours génial. Donc quel est le sujet qui nécessite quel modèle décisionnel? Ça, j'y crois profondément, d'où les modèles de Laloux et autres sur l'entreprise libérée. Génial si tu as des hyperstructures. Mais le modèle de Laloux, l'entreprise libérée, Opal et autres, ce qu'elle fait finalement, c'est de cloisonner un spectre décisionnel autour d'un projet particulier, très cadré, très normé, dans lesquels on connaît les composantes, elles sont partagées. Quand j'ai exposé ce projet-là, les décisions que je propose de prendre et qu'on m'a donné ces droits-là, je peux avancer sans m'arrêter, je n'ai pas de limite. Et je suis moi-même responsable d'imaginer ou de déclarer si, attention, je suis sorti de mon cadre. Donc j'accepte que le modèle décisionnel change parce que j'ai dû sortir du cadre. Ça, c'est basé sur la pyramide de confiance, de quelle, encore une fois,
amène le droit à la discussion saine et le sens des responsabilités, puis l'engagement et les résultats. Pardon d'avoir maladroitement répondu à ta question. C'est ma question qui était pas bonne. Non, je crois qu'elle l'était. C'est moi qui ne suis pas bon sur ce sujet-là. On n'a pas le temps, ou à moins qu'on se donne 5 minutes de plus, mais juste pour vous donner cette notion de fertilisation, qui pour moi est le premier levier de croissance. Vous aurez en ligne plein de convictions. Toutes ne vous concernent pas. Picorez là-dedans. Mais il y a des règles que moi je défends. Je revenais à la mission d'entreprise tout à l'heure. Oubliez les missions, elles sont trop de long terme. Notre réalité aujourd'hui nous amène sur le court terme. Quand vous êtes dans des boîtes structurées avec beaucoup de monde, oubliez le déviant, le 1% déviant de votre organisation, pour qui vous allez créer une Bible, un book de procédures comme ça. Enlevez-le, ce n'est pas le 1% qui gère la boîte. Le 99% des gens veulent qu'une chose, c'est que vous réussissiez. Vos dettes industrielles, je ne reviens pas là-dessus. Ça a été, je vous en ai parlé. L'excellence dans tous les domaines, ce n'est pas gérable. Votre don de marque distinctif peut être sur une seule chose. C'est ça qui va bâtir votre histoire. Opérer une transition, c'est faire le choix d'abandonner l'inutile. Ça prend du courage de temps en temps. Et il n'y a pas de transition socio-écologique sans changement de culture d'entreprise. Il faut démarrer par ça. Il faut partir des valeurs, de la gouvernance et du modèle qu'on veut établir pour réussir à fertiliser les gens qui vont faire atterrir cette transition-là. Complexe, stratégique, simplifié. Donnez toujours plus que ce que vous attendez à recevoir. Ça fonctionne toujours, c'est de l'énergie, mais c'est que du bonbon. Et on ne crée rien de nouveau si on part des contraintes. Créez l'avenir sans vous demander comment ça va pouvoir se faire. Créez-le, les solutions vont venir d'elles-mêmes. Pardon, je pitonne mal. Une phrase très jolie d'une femme qui s'appelle Elisabeth Deschênes, si vous la connaissez, qui a écrit « Ce qui guide une marque, c'est le rêve qui l'anime ». Ce rêve, il est incarné dans cette raison d'être-là. Elle dit aussi on va atterrir sur les étoiles si on vise autre chose, mais c'est créer ce rêve collectif d'avoir un impact sur la communauté, votre société, vos collaborateurs, quels qu'ils soient. C'est ça ce qui fait grandir une marque. Changer de culture, il y a 4 cultures, l'ordre, la sécurité, les résultats, l'autorité. On ne crée pas une transition ou une croissance durable et responsable dans cette culture d'organisation-là. Ce qui va driver la culture d'aujourd'hui, c'est la finalité, donc le sens, la bienveillance, le plaisir et l'expérimentation. On ne change dans le registre de l'ordre et de l'autorité de la sécurité des résultats, on ne crée pas de transition durable. C'est pour ça qu'il faut commencer par changer la culture d'entreprise, selon moi. Les fake values, on en a bâché. Elles sont chouettes, ces valeurs d'intégrité, de respect, etc., qu'on lit partout. C'est en fait très souvent une façon de masquer une autre réalité qui est vécue au sein de l'organisation. La méthode, elle est là, sur le site de Croisade. S'il y a des incompréhensions, moi je suis hyper dispo à faire des échanges avec vous si on avait besoin. C'est assez lourd, c'est 80 pages à télécharger, je crois. N'hésitez pas à donner du feedback aussi, si les choses ne sont pas claires. Elle s'améliorera avec l'aide de tout le monde. Et puis, j'ai sûrement... Vous avez vu ça ? Ouais, c'est absolument hallucinant ce qu'il a fait, ce gars-là, qui dit que la Terre est maintenant le premier actionnaire. Moi, je considère que nos collaborateurs, c'est le bien-être de la société, c'est notre plus grand salut. L'environnement est un enjeu. Dans la situation actuelle et les semaines, les mois et les années à venir, prenez soin de votre gang immédiatement accessible. C'est une responsabilité qu'on peut tous avoir. Et oui, la planète, définitivement, mais la gang accessible, votre communauté, les gens avec qui vous travaillez, pour qui vous travaillez, prenez soin d'eux. Voilà, je vous ai tout dit. Est-ce qu'il y a des questions de quelque chose ? Soit j'ai été brillant, soit vous n'avez rien compris, vous ne le dites pas. Voilà, si vous avez des enjeux, des trucs, moi je suis accessible et ça me fait plaisir d'offrir du temps dans mes journées chargées. Merci de votre temps.